Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enseignants sont en grève, mais comme d'habitude, les cours du Collège de France continuent, malgré les manifestations et autres agitations sociales. Alors, depuis que nous avons commencé à nous interroger sur la question de savoir si la Chine est encore à supposer qu'elle ait jamais été une civilisation, nous ne cessons de circuler dans l'espace temporel, si j'ose dire, en partant par exemple de l'état actuel de la société chinoise, tel qu'il est observé par des sociologues aussi bien chinois comme Xiang Biao ou Sun Liping, que non chinois comme Boris Schwartzman, et en remontant à des sources anciennes auxquelles il est fait allusion dans des phénomènes aussi actuels que des tweets ou des posts sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez remarqué ce mouvement de va-et-vient dans le temps, hein, donc de temps en temps des travelling avant pour parler un langage cinématographique ou bien des flashbacks. Hein. Et c'est ainsi que la semaine dernière, en partant du documentaire de Boris Schwartzman sur l'expropriation des paysans de leurs terres, donc un phénomène très actuel, nous avons été amenés à rappeler les racines paysannes de la civilisation chinoise et à rappeler aussi que, au fond, la philosophie chinoise ancienne est une philosophie de jardinier. Et plus spécifiquement que la pensée politique d'un philosophe ancien, antique comme Mencius, maître Meng en chinois, cette pensée s'exprime par prédilection à travers des métaphores paysannes. Nous avons vu des références récurrentes à la manière dont les végétaux croissent, se développent à partir de minuscules pousses, cette image des germes ou des pousses, des jeunes pousses de riz par exemple, revient constamment dans les textes anciens. Et nous avons vu aussi cette référence à la manière dont il faut favoriser la croissance de ces plantes, mais sans vouloir l'accélérer en tirant sur les pousses. Nous avons vu cette histoire du bonhomme de Song qui, trop pressé de faire pousser ces plantes, en fait, a imaginé donc de tirer sur les pousses. Alors évidemment, le résultat, c'est que les pousses sèchent sur pied immédiatement. Hein. Alors, on pourrait en conclure que la pensée politique de Mencius est une pensée végane, en quelque sorte, hein, une pensée sans violence, sans risque d'effusion de sang, hein, mais il n'en est absolument rien, car c'est le même Mencius qui déclare sans ambages, on l'a vu, qu'on peut renverser un souverain s'il refuse d'entendre les remontrances de ses ministres. Et Mencius pousse le vice jusqu'à dire que le régicide, c'est-à-dire le fait de tuer un roi, hein, comme les Français l'ont fait en 1792, donc que le régicide est justifié lorsque le souverain n'est plus digne du mandat céleste, autrement dit, lorsqu'il est pris en faute du point de vue moral. Et c'est aussi le même Mencius qui fait preuve du même radicalisme en préconisant pour les conseillers du prince le devoir moral de remontrance jusqu'à la mort s'il le faut. C'est cette expression tiansi, c'est-à-dire donc tian, présenter des remontrances jusqu'à la mort. On va jusqu'à accepter de mourir si c'est nécessaire. Alors, nous avons vu que cette idée a donné lieu à une tradition héroïque
ou on pourrait dire un martyrologe dans l'histoire impériale chinoise, notamment sous la dynastie Ming, dont je rappelle qu'elle a duré de 1368, donc XIVe siècle, jusqu'en 1644, au XVIIe siècle, au moment où elle doit céder la place aux Mandchous. Alors, cette dynastie Ming, on se souvient que c'est elle qui s'est débarrassée des Mongols, hein, qui a rétabli une dynastie chinoise, mais dans la foulée, elle en a profité pour se débarrasser aussi de l'institution de remontrance, hein, qui est évidemment assez gênante pour tout souverain qui veut avoir une liberté de manœuvre. Alors, parmi la quarantaine de hauts fonctionnaires d'époque Ming qui ont payé de leur vie leur remontrance, on a retenu l'histoire de Hai Rui, qui a vécu de 1514 jusqu'à 1587. Alors, je remarque avec malice au passage que s'il avait vécu chez nous, en France, il aurait été témoin de la création en 1530 par François Ier du Collège royal devenu Collège de France, où nous sommes maintenant. Hein. Bon. Alors, nous avons vu que l'histoire de ce fonctionnaire intègre du XVIe siècle, venu présenter ses remontrances à l'empereur Jiajing avec son cercueil sous le bras, donc il savait exactement ce qu'il attendait. Donc son histoire a inspiré à son tour un historien du XXe siècle du nom de Wu Han, qui est né en 1909 et qui est mort de façon assez prématurée et violente en 1969, puisque ce Wu Han a à son tour payé de sa vie le fait d'avoir osé se référer au personnage historique de Hai Rui pour ce qui a été perçu comme une remontrance adressée à Mao lui-même. Alors, nous avons vu que son article de 1959, paru dans le Quotidien du Peuple, Hai Rui Ma Huangdi, c'est-à-dire Hai Rui semonce l'empereur, suivi de sa pièce de théâtre pour l'Opéra de Pékin de 1961, Hai Rui Pa Guan, c'est-à-dire la destitution de Hai Rui. Tous ces écrits ont valu à Wu Han d'être parmi donc, les victimes de la révolution culturelle en 1969. Il est tombé sous les coups des gardes rouges. On voit ainsi donc la récurrence, ou on pourrait dire la résurgence, ou encore la rémanence de certaines constantes dans l'histoire chinoise, et on voit comment se produisent les effets de ce qu'on a pu appeler des dialogues internes. J'emprunte cette expression à l'historien sino-américain Zhang Hao, que vous voyez à l'image, qui est né en 1937, qui a obtenu son diplôme de doctorat de PhD à Harvard en 1966 et qui a ensuite fait une carrière académique aux États-Unis. On lui doit en particulier, c'est justement cette expression de dialogue interne dans l'histoire chinoise. On la trouve dans un de ses livres majeurs qui s'intitule Chinese Intellectuals in Crisis, Search for Order and Meaning, 1890 to 1911. Donc, les intellectuels chinois en crise, la quête pour l'ordre et le sens, de 1890 à 1911, qui a été publié aux presses universitaires de Californie, University of California Press, à Berkeley, donc en 1987. Donc, cet historien a bien justement en fait repéré ces effets de résurgence, de rémanence qu'il a appelés donc ces dialogues internes. Et on voit par la même occasion les zones d'amnésie
c'est-à-dire d'oubli délibéré, qui sont soigneusement entretenus par le régime actuel et qui portent sur des passés plus ou moins proches. Donc, dès que quelque chose gêne, le récit national, le récit historique, on préfère oublier. Donc, vous avez actuellement, nous l'avons souligné à plusieurs reprises ici, donc cette entreprise justement de réécriture de l'histoire par le régime actuel, qui constitue en particulier dans une mémoire extrêmement sélective. C'est-à-dire on met l'accent sur des choses qui arrangent précisément, qui vont dans le sens du récit national, et on préfère oublier certains autres événements. Alors, il me semble qu'il serait intéressant maintenant de nous tourner vers la manière dont des historiens qui se situent en dehors des enjeux politiques et idéologiques proprement chinois, sino-chinois, comment ces historiens donc extérieurs considèrent les mêmes époques historiques. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous que c'est l'occasion d'évoquer les figures d'historiens, de grands historiens de l'école française de sinologie. Alors, c'est tout à fait frappant de constater que au cours de cette période si agitée des années 1970, alors aussi bien en Europe qu'ailleurs dans le monde et surtout en Chine, vous trouvez l'étude très universitaire, très pointue, d'un sinologue et historien français qui était quelqu'un de très, très discret mais de très savant, qui a consacré une thèse de troisième cycle, me semble-t-il, à ce qu'il a intitulé « Une réforme locale en Chine au XVIe siècle, Hai Rui à Chun'an, 1558-1562 ». Donc cet historien qui est décédé s'appelle Michel Cartier, et je profite de l'occasion vraiment pour lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais tellement mis en avant, mais qui était vraiment un puits de science. Et donc cette thèse, il l'a publiée sous forme de livre chez l'éditeur Mouton, qui a entre-temps disparu, qui était basé à Paris et à La Haye. Donc une publication qui date de 1973. Et il se trouve qu'un autre grand historien, celui-là plus connu, donc Jacques Gernet, qui est lui aussi décédé, a consacré donc à ce livre de Michel Cartier un compte-rendu une année plus tard, en 1974. Alors là, nous avons le point de vue véritablement d'historiens qui ne sont pas donc impliqués dans justement les luttes idéologiques des années 1970 en Chine. Alors Jacques Gernet écrit ceci, et là nous avons le regard d'un historien sur la vie, la condition, la fonction d'un fonctionnaire, comme beaucoup d'autres dans l'histoire impériale chinoise, qu'est Hai Rui. Alors, Jacques Gernet dit ceci: Hai Rui, pour administrer une population évaluée à 100 000 habitants, donc nous sommes en train de parler de cette région de Chun'an, qui est située dans l'actuelle province du Zhejiang, il n'est aidé que par un adjoint, un secrétaire général, un archiviste, un directeur des études et un moniteur, et il ne dispose que de 317 auxiliaires de recrutement local, dont 132 miliciens et 73 courriers. On note l'absence de tout moyen efficace de répression.
entre parenthèses, le sous-préfet hésitera à faire appel le cas échéant aux autorités militaires, le remède étant souvent pire que le mal. Donc là, vous voyez, vous avez un fonctionnaire qui est tout seul, pratiquement tout seul, pour administrer 100 000 habitants et qui ne dispose pas de force de police. Alors, Jacques Jeannet continue en disant « L'ordre repose, en fin de compte, sur l'organisation des familles en groupes de responsabilité collective. » Alors ça, c'est un système qui existe dans la société chinoise depuis l'Antiquité, qui a été mis en place notamment par les légistes, c'est-à-dire, au fond, justement, on peut se passer de police quand on rend les familles responsables juridiquement les unes des autres. Donc là, vous avez une sorte de maillage de surveillance mutuelle qui est très, très efficace. D'autre part, l'ordre repose également sur l'autorité morale du sous-préfet, qui était Harry, dont les moindres actes en sont l'objet d'un cérémonial impressionnant, et l'ordre repose sur le respect des autorités impériales qui est inculqué à la population. Ensuite, Jacques Jeannet continue en disant « Harry a été souvent représenté comme un réformiste, notamment justement par les historiens chinois comme Wu Han, qui en a fait un véritable héros. En fait, si certaines de ces initiatives à Chang'an s'inscrivent dans le mouvement général de refonte du système fiscal connu sous le nom de coup de fouet unique, il s'agit le plus souvent d'expédients. Il s'efforce de corriger les abus, d'introduire une saine gestion, de moraliser les rapports entre administration et administrés. Il cherche avant tout à exercer un ministère moral, à agir en donnant l'exemple d'une intégrité intransigeante. Harry, dit Michel Cartier, c'est toujours Jacques Jeannet qui parle, Harry résonne en confucianiste orthodoxe puisqu'il attribue la crise sociale non pas à la rigidité des institutions, mais à une décadence morale. Donc là, vous avez cette distinction absolument fondamentale entre, d'un côté, justement, la force et l'effet des institutions, et de l'autre, l'effet de l'autorité morale. On pourrait faire à ce propos deux remarques. D'abord, au niveau où se trouve Harry, et compte tenu du genre des documents étudiés, il ne peut s'agir de théorie politique et administrative, mais simplement de gestion quotidienne. En second lieu, dépourvu de moyens d'action et prisonnier du cadre administratif qui s'impose à lui, Harry ne peut espérer redresser certains abus de ses supérieurs comme de ses subordonnés qu'en payant d'exemple et en exerçant son autorité morale. C'est en fin de compte sur cette autorité morale que repose tout le système politique chinois. Ça, c'est vraiment, je pense, une phrase absolument fondamentale dans les propos de Jacques Jeannet. C'est vraiment sur l'autorité morale que repose tout le système politique chinois. De ce point de vue, la morale confucéenne apparaît moins comme une morale a priori, ainsi qu'on la représente assez souvent, que comme le produit d'une longue expérience sociale et politique, vécue justement par ces fonctionnaires. Mais cette priorité accordée à la morale et aux problèmes des relations humaines a-t-elle masqué aux yeux de certains le rôle déterminant des institutions, malgré l'intérêt que les Chinois leur ont constamment porté? Ça, c'est la question finale que pose Jacques Jeannet, et il dit en conclusion que Michel Cartier a eu raison de se la poser également. Donc là, vous avez
le constat de ces deux historiens, donc ils ne se mêlent pas justement de ces luttes idéologiques, mais qui constatent effectivement cette opposition entre institution et autorité morale et qui en arrive au constat que même un fonctionnaire intègre comme Harry ne peut compter justement que sur son autorité morale. Il ne dispose d'aucun moyen de coercition institutionnelle sur ses administrés. Et alors, cela rejoint exactement ce qu'écrit cet autre grand sinologue également disparu depuis peu, dont je vous parlais précédemment, Léon van der Merch, en conclusion de son article sur la remontrance, où il dit ceci: « Or, du moment qu'il s'agit de devoir moral, il ne saurait être question de droit, autrement dit, de droit institutionnel. Ce qui est légitimé dans la remontrance l'est par un devoir qui force le respect, et en particulier le respect des empereurs éclairés. » Malheureusement pour les confucéens, tous les empereurs ne sont pas éclairés, loin de là. Bon. Ce qui est légitimé n'est donc pas un droit à la contestation d'essence démocratique, mais inversement une autorité morale. L'autorité morale face au pouvoir de ceux qui sont prêts au sacrifice de leur vie pour la défense des valeurs de la société dont ils ont conscience d'être les porteurs par excellence. Ainsi donc, l'esprit de l'institution chinoise de remontrance, c'est qu'elle se fonde sur la reconnaissance de la supériorité vertueuse des lettrés cultivant le bien, ce que les confucéens, depuis Confucius, appellent les juns, c'est-à-dire donc les hommes de bien, qui s'imposent même à l'autorité impériale. Autrement dit, il s'agit non pas de démocratie, mais de littérocratie, au sens d'une influence exercée par une élite de la culture grâce à son ascendant moral. Et l'article de Léon van der Merch se termine ainsi: « Lorsque le régime impérial s'écroulera », là il fait allusion donc à ce qui se passe en 1911, au moment où la dernière dynastie impériale, la dynastie mandchoue des Qing, s'écroule pour laisser place à la première république chinoise, les intellectuels chinois se rallieront à l'idée démocratique. Mais Léon van der Merch pose lui aussi la question: en ont-ils vraiment pénétré le sens ? On peut se demander si, dans l'esprit de tous ceux d'entre eux qui, depuis le mouvement du 4 mai 1919, ont été les combattants de la démocratie, une confusion mal dissipée entre un objectif de conquête des libertés et un objectif de reconnaissance d'un pouvoir littérocratique de contestation, on peut se demander si ça n'a pas biaisé le sens de leur lutte. Et c'est une question qui s'est posée également au sujet du mouvement étudiant de 1989 qui s'est terminé tragiquement sur la place Tiananmen. D'où viendrait qu'en Chine, conclut Léon van der Merch, de même d'ailleurs que dans les autres pays anciennement confucianisés, il n'ait été possible d'éviter la dictature qu'au profit de l'autoritarisme. Alors, maintenant, la question de savoir si la dictature a été véritablement évitée en Chine ou si elle l'est actuellement, ça c'est une question que nous laissons de côté pour l'instant, nous y reviendrons, mais rappelons-nous pour le moment, et restons en France, rappelons-nous le verdict fameux de Montesquieu dans son ouvrage de l'esprit des lois, dont le premier tome date de 1748, et à la toute fin de ce premier tome, au livre 8, chapitre 21, vous avez une petite section qui s'intitule « De l'Empire de la Chine ». Donc, pendant tout le tome premier, Montesquieu donc expose
c'est sa pensée politique, notamment sa fameuse théorie sur la répartition des pouvoirs, hein, et il termine donc sur des considérations concernant l'Empire de la Chine qui semblent contredire tout ce qu'il a dit auparavant. Alors, cette section commence ainsi. Avant de finir ce livre, donc ce livre premier, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nos missionnaires, alors là, Montesquieu parle donc essentiellement des missionnaires jésuites qui sont présents en Chine depuis donc la fin du XVIe siècle, hein, surtout le XVIIe siècle. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. Alors là, Montesquieu commence par justement récuser toutes ces qualifications. D'abord, j'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups de bâton. Bon, autrement dit, là, Montesquieu décrit l'empire de la Chine comme un empire où rien ne marche qu'à coups de bâton. Bon. De plus, il s'en faut beaucoup que nos commerçants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires. On peut les consulter, ces commerçants, sur les brigandages des mandarins. Donc là, Montesquieu, en fait, amène d'autres témoignages que ceux des missionnaires. Les missionnaires jésuites étaient arrivés en Chine pour convertir les Chinois à la foi chrétienne, et c'est tout juste si on ne pourrait pas dire que ce sont eux qui se sont convertis à la Chine, en quelque sorte. Bon. Donc là, Montesquieu prend le contre-pied du point de vue des missionnaires et dit, alors, on me parle d'honneur en Chine, mais moi je vois pas, en fait, je vois pas d'honneur dans un peuple qui n'obéit qu'au bâton. Bon, et je vois pas non plus de vertu, alors que les témoignages des marchands et notamment justement des Anglais qui font commerce en Chine nous disent que ces Chinois, c'est tous des voleurs. Évidemment, enfin, quand on est marchand, on a toujours l'impression de se faire arnaquer. Bon. Et alors, la conclusion de Montesquieu, c'est voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme, mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force. En vain, ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner. Il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore. Et arrive donc la petite phrase qui a fait tellement couler d'encre. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Alors, petit commentaire pour finir de Montesquieu. Peut-être que dans les premières dynasties, l'Empire n'étant pas si étendu, le gouvernement déclinait un peu de cet esprit, mais aujourd'hui, cela n'est pas. Autrement dit, voilà, il reste sur cet avis. Alors évidemment, par la suite, Montesquieu essaye d'apporter un petit peu de nuance à cette phrase, mais toujours est-il que c'est celle qu'on a retenue. La Chine est un État despotique dont le principe est la crainte. Alors, maintenant, c'est tout à fait croustillant de s'apercevoir qu'un siècle plus tard, donc l'Esprit des lois, tome 1er, 1748, donc un siècle plus tard, au milieu du XIXe siècle, vous avez d'autres missionnaires qui ne sont plus des jésuites, mais des lazaristes, qui apportent un témoignage direct, tout à fait précieux, sur la Chine telle qu'il la voit au milieu du XIXe siècle. Alors je rappelle que cette Chine mandchoue du milieu du XIXe siècle commence à être aux prises avec des conflits majeurs, les guerres de l'opium, d'abord celle de 1839 à 1842, puis celle de 1856 à 1860, et aussi la révolte des Taiping qui a duré de 1851 à 1864.
Alors, au beau milieu de ce tableau, donc, débarquent nos missionnaires lazaristes que vous avez ici. Donc, Joseph Gabet, à droite sur la diapositive, et Évariste Huc, à gauche. Alors, là, vous voyez qu'on a publié leurs lettres de Chine entre 1835 et 1860. Donc, nous sommes bien dans cette période qui commence à être extrêmement conflictuelle en Chine. Alors, commençons par celui qui s'est d'abord beaucoup mis en avant, le fameux père Huc. Donc, Régis Évariste Huc, ou quelquefois appelé également Évariste Régis Huc, qui a vécu de 1813 à 1860. Vous voyez qu'il est, il est mort pas très vieux, parce que ça use de faire des missions en Chine. Alors, ce père Huc est né en 1813 donc à Cailloux, dans le Tarn-et-Garonne. Donc c'est un Gascon, et ça se voit. Et donc il est mort à Paris en 1860. Alors c'est quelqu'un qui s'est engagé chez les lazaristes et qui, à ce titre, a effectué des missions d'exploration, comme le dit le titre de cet ouvrage, qu'il a signé pratiquement de son seul nom, en oubliant complètement son compagnon de voyage, à travers la Tartarie, le Tibet et la Chine, de 1844 à 1846, dont il rend compte dans ce livre publié pour la première fois en 1850. Alors, il faut rappeler un petit peu dans quel contexte nos deux lazaristes débarquent en Chine. Il y a, au milieu du XIXe siècle, un mouvement de persécution qui sévit contre les chrétiens. Et l'un de leurs prédécesseurs, le père Boire, donc un lazariste, est arrêté et mis à mort publiquement à cet endroit qui s'appelait à l'époque Wuchangfu, qui est aujourd'hui Wuhan. Il meurt après un long martyre, il est torturé de toutes les façons et ensuite achevé le 11 septembre 1840, donc on le suspend à un gibet qui a la forme d'une croix, et il meurt par lente strangulation. Alors, le jeune Régis Évariste Huc débarque donc à Wuhan sur ces entrefaites et il s'apprête dans son enthousiasme juvénile à marcher également vers le martyre et il pousse le zèle jusqu'à adopter le costume laissé par son prédécesseur, le père Boire. Et c'est ainsi qu'il est affecté au vicariat nouvellement créé de Tartarie-Mongolie, et il s'achemine donc en parcourant 700 lieues pour rejoindre son nouveau poste en Tartarie. Ensuite, ce père Huc est désigné par le vicaire apostolique de la Tartarie pour aller faire une mission de reconnaissance pour explorer les limites du vicariat, et on lui recommande de pousser aussi loin qu'il pourra son exploration. Et donc ce Gascon qui est le sang assez chaud, qui est porté par un enthousiasme brûlant, donc s'embarque donc dans cette mission d'exploration en 1844 en compagnie du père Joseph Gabet, qui est son aîné et son supérieur. Alors, ce qui est quand même assez fort de café, c'est que donc ce brave père Gabet disparaît pratiquement complètement de toutes les publications du père Huc. Donc, on ne connaît que le père Huc et le père Gabet est complètement oublié en arrière-plan. Alors,
ce père Gabet, c'est quelqu'un qui est totalement aux antipodes enfin, du tempérament de Gascon, donc du père Huc. C'est quelqu'un qui est né en 1808 dans un petit village du Jura appelé Névis-sur-Seille, où j'ai eu l'occasion de passer des vacances. Et là, en explorant un petit peu l'histoire du village, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ça, je découvre que, en fait, je suis dans le village de nul autre que Joseph Gabet. Alors, ce père Gabet s'embarque avec le père Hugues dans ce voyage d'exploration qui est destiné à étudier les habitudes des tribus mongoles en vue de leur évangélisation, évidemment. Alors, ce père Gabet, le récit justement du père Hugues représente la caravane. Alors, vous avez en tête un jeune mongol qui sert de guide. Ensuite, vous avez le père Gabet qui est monté sur une chamelle. Et le père Hugues, lui, s'est réservé quand même un cheval. Donc, alors, en Mongolie, ce qu'on appelait à l'époque la Tartarie, on les considère comme, on les appelle les lamas d'Occident, et ça leur donne le droit de loger dans des monastères bouddhistes. Et c'est ainsi qu'ils ont l'occasion de passer 6 mois dans une très célèbre lamasserie, celle de Kunbum, où ils perfectionnent leur pratique de l'écriture tibétaine. Donc, ils étudient le bouddhisme tibétain et la langue tibétaine. Donc, ce sont, bien que ce ne soient pas des jésuites, ce sont quand même des gens qui ont à cœur d'apprendre la langue locale pour pouvoir justement mieux convertir leurs interlocuteurs. Alors, le 20 janvier 1846, ils parviennent enfin à la ville sainte tibétaine de Lhasa, après 18 mois de voyage. Et à Lhasa, on les accueille vraiment comme des princes parce que ce sont les premiers étrangers à se rendre dans cet endroit depuis le Britannique Thomas Manning, qui est allé à Lhasa en 1811-1812. Et c'est intéressant de noter que nos 2 lazaristes précèdent de 85 ans le passage de la première femme européenne, la fameuse Alexandra David-Néel. Alors ensuite, ils font toute la route du retour parce que au Tibet, vous avez déjà une présence mandchoue, c'est-à-dire le pouvoir central mandchou, a placé donc ce qu'il appelle un résident, c'est-à-dire une espèce de gouverneur, qui se méfie justement de ces 2 étrangers et qui donc les raccompagne manu militari vers Canton, donc au sud de la Chine, où ils arrivent fin septembre 1846 et finalement à Macao, où on les croyait morts le mois suivant. Donc là, vous avez une carte des voyages de messieurs Huc et Gabet. Alors, si on veut rétablir l'ordre hiérarchique, on devrait dire messieurs Gabet et Huc. Bon, je vous signale ça. Et là, vous avez donc le même itinéraire un peu plus visible sur une carte contemporaine où vous voyez qu'ils sont partis de Pékin et qu'ils ont traversé toute la Mongolie jusqu'au Tibet. Il semblerait d'ailleurs que le Tibet n'était pas véritablement dans leur mission, mais on n'arrête pas 2 lazaristes et donc ils sont allés jusqu'au Tibet et de là sont revenus par la route du sud vers Canton et Macao. Alors après cela, le père Gabet rentre en Europe, à Rome, pour faire trancher le différend qui oppose sa congrégation de lazaristes aux missions étrangères. Alors là, c'est la guéguerre entre les ordres missionnaires, donc ils se disputent des portions de territoire en Chine. Et il finit par mourir au Brésil, où son ordre l'a envoyé
il meurt prématurément de la fièvre jaune en 1853. Alors, quant au père Huc, il publie en 1850 ses souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet, dont on a parlé, et il est reçu par Napoléon III en personne, qui le nomme chevalier de la Légion d'honneur et en fait son conseiller sur la Chine. Autrement dit, le père Huc devient un petit peu le monsieur Raffarin de l'époque. Bon. Justement, les avis du brave père Huc ont une large part dans la décision de l'empereur Napoléon III, puisque Napoléon III s'est autoproclamé empereur en 1860, sa décision de poursuivre la colonisation de la Chine et de l'Indochine. On sait que la France a participé à l'expédition franco-britannique de 1860, au cours de laquelle l'ancien palais d'été a été pillé et incendié. C'est le fameux sac du palais d'été, et la France installe également des comptoirs à Shanghai, à Canton et à Wuhan, et bien sûr colonise l'Indochine. Ensuite, l'empereur fait imprimer à l'imprimerie nationale une édition de luxe, pas celle-ci, mais une édition de luxe de l'Empire chinois. C'est la suite des souvenirs de Chine, Tartarie et Tibet, qui paraît sous le seul nom du père Huc. Le nom de Gabet a pratiquement disparu, et ce nouveau livre paraît en 1854 et connaît un très grand succès, parce que là, le père Huc s'en donne à cœur joie justement pour faire des récits plus ou moins brodés de ses aventures en Chine. Et pour justement la petite histoire, on sait que aussi le père Huc fréquentait assez assidûment la résidence de la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si vous êtes de la génération qui a lu les Malheurs de Sophie. Bon. Et donc, dans les bons enfants de la comtesse de Ségur, vous avez une allusion justement au récit absolument fantastique du père Huc. Donc, disons que cette tendance à la fioriture de notre père gascon ont jeté un petit peu une sorte de doute sur la véracité de certains de ces récits. Alors, ce qui est maintenant intéressant, c'est que le grand Simon Lès, dont le vrai nom est Pierre Rickmans, a consacré un article justement au père Huc, qu'il a intitulé « Les tribulations d'un Gascon en Chine » ou « Les perplexités du père Huc ». C'est un texte qui est paru en 1980 et qui a été repris dans ce gros volume dans la collection de bouquins de chez Robert Laffont en 1998, qui s'intitule « Essais sur la Chine » et qui reprend donc les grands essais de Simon Lès sur toute la période de la Révolution culturelle. Alors vous avez les habits neufs du président Mao, Ombre chinoise, Images brisées, La forêt en feu et enfin L'humeur, l'honneur, l'horreur. Alors, dans cet article, vous avez une section qui, de manière très intéressante pour nous, s'intitule « Permanence chinoise ?» point d'interrogation. Je parlais tout à l'heure de récurrence, résurgence, rémanence, et Simon Lès parle carrément de permanence chinoise. Et ensuite, dans cette section, vous avez un sous-paragraphe qui s'intitule « La tradition du Dazibao ».
Alors, pour ceux d'entre vous qui ont connu mai 68, ce mot chinois doit leur dire quelque chose. Hein, ça doit se prononcer en français Dazibao ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, Dazibao, c'est la tradition justement sur laquelle s'arrête un petit peu Simon Leys en parlant de notre gascon. Alors, dans cette sous-section, la tradition du Dazibao, Simon Leys commence par rappeler que, et ça c'est un véritable paradoxe, parce que nous venons de voir que ce père Huc, au fond, tout en ayant commencé par avoir des opinions assez libérales dans sa jeunesse, hein, à mesure qu'il avançait en âge, il devenait de plus en plus conservateur, voire réactionnaire, et c'est même lui qui est un petit peu, en fait, à l'origine, justement, de l'entreprise coloniale française en Asie, hein, en Indochine et en Chine. Alors, c'est quand même assez étonnant de le voir réfuter dans l'Empire chinois, dans son livre de 1854, de réfuter le mythe du despotisme chinois. Là, on voit le brave père Huc, vers la fin de sa vie, donc, bon, pourtant il n'est pas mort très vieux, mais en tout cas, il réfute justement la fameuse phrase de Montesquieu, en citant Abel Rémusat. Alors, Abel Rémusat, je vous rappelle, de son nom complet Jean-Pierre Abel Rémusat, qui a vécu de 1788 à 1832, c'est le premier titulaire de la toute première chaire académique consacrée à la Chine dans toute l'Europe. Et cette première chaire a été créée ici même au Collège de France en 1814. Et vous avez ici donc le portrait d'Abel Rémusat sur la couverture d'un livre qui est paru à l'occasion justement du bicentenaire de la création de cette chaire. Alors, Abel Rémusat, c'est quelqu'un justement qui s'est toujours opposé précisément aux aventures coloniales de la France et en particulier au projet de colonisation de la Chine, parce que Abel Rémusat était précisément quelqu'un qui s'était formé aux études chinoises tout seul, hein, et en tant qu'autodidacte, en fait, avait cette véritable passion pour la civilisation chinoise. Alors, Huc cite Abel Rémusat qui dit « L'empereur de la Chine est le fils du ciel, et quand on approche de son trône, on frappe 9 fois la terre du front. Mais il ne peut choisir un sous-préfet que sur une liste de candidats dressée par les lettrés. Et s'il négligeait le jour d'une éclipse de jeûner et de reconnaître publiquement les fautes de son ministère, 100 000 pamphlets autorisés par la loi viendraient lui tracer ses devoirs et le rappeler à l'observation des usages antiques. » Et ici, Simon Leys, justement, dit que le brave père Huc s'appuie sur ses propres expériences pour souligner à de multiples reprises que, et là il cite Huc, que le pouvoir en Chine n'est pas despotique, comme on est assez porté à le croire, et que les Chinois n'ont pas l'habitude de se tenir toujours aussi courbés qu'on l'imagine sous la verge de leur maître. Et donc Simon Leys continue en disant que les deux principales limitations apportées à l'arbitraire impérial sont constituées d'un côté par la force de l'opinion publique et de l'autre par l'influence des fonctionnaires, puisque l'empereur leur délègue une partie de ses pouvoirs. Alors, cette puissance absolue de l'empereur, ça c'est Huc qui continue, ainsi fractionnée, n'offre plus les mêmes dangers. D'ailleurs, les mœurs publiques sont toujours là pour arrêter les écarts de l'empereur
qui n'oserait, sans exciter l'indignation générale, violer ouvertement les droits de ses sujets. Le plus grand contrepoids à la puissance impériale existe dans la corporation des lettrés. Il arrive souvent que des manifestations populaires persévérantes et énergiques font justice de la mauvaise administration des mandarins et forcent le gouvernement à respecter l'opinion publique. On se trompe beaucoup en pensant que les Chinois vivent toujours parqués dans une enceinte de lois impitoyables et sous la verge d'un pouvoir tyrannique qui réglemente toutes leurs actions et dirige leurs mouvements. Cette monarchie absolue, mais tempérée par l'influence et la prépondérance des lettrés, donne au peuple une indépendance bien plus large qu'on ne saurait se l'imaginer. On trouve en Chine un grand nombre de libertés qu'on chercherait vainement dans certains pays qui ont pourtant la prétention d'avoir des constitutions très libérales. Fin de la citation du père Huc. Et ici, Simon Less ajoute un commentaire de son cru. Contrairement à ce qu'ont voulu faire croire certains commentateurs occidentaux, la tyrannie maoïste, qui, faisant table rase des lettrés, de l'opinion publique, des institutions et des lois, exerça sa terreur sans frein ni contrepoids, loin de correspondre à une mythique constante du despotisme chinois. Et ça marque une régression historique, selon Simon Less, qui dit qu'au fond, la Chine du XIXe siècle, telle que l'a vue le père Huc, était probablement plus libérale que la Chine soi-disant communiste d'aujourd'hui. Et je terminerai sur une autre citation de toujours ce livre concernant l'Empire chinois, de notre Gascon, à propos justement du Dazibao. Alors, il dit ceci: les Chinois, tout soumis qu'ils sont à l'autorité qui les gouverne, trouvent toujours moyen de manifester leur opinion et de faire parvenir le blâme ou l'éloge à leurs mandarins. L'offrande d'une paire de bottes est déjà une manière assez originale de complimenter quelqu'un et de lui témoigner sa sympathie. Mais leurs ressources ne se bornent pas là. Une large et puissante voie ouverte à l'opinion publique, c'est l'affiche, donc l'ancêtre du Dazibao. Et on en use partout avec une habileté qui témoigne d'une longue habitude. Quand on veut critiquer une administration, rappeler un mandarin à l'ordre et lui faire savoir que le peuple est mécontent de lui, l'affiche chinoise est vive, railleuse, incisive, acerbe et pleine de spirituelles saillies. La pasquinade romaine pâlirait à côté. Bon, alors peut-être que comme moi, vous vous êtes demandé ce que c'est que cette pasquinade romaine. En fait, c'est une allusion à cette statue qui trône à Rome, et où on a pris l'habitude de placer, vous voyez, tous ces post-it à côté, on a pris l'habitude de, justement, c'est l'ancêtre des posts sur les réseaux sociaux, pour justement se plaindre de quelque chose ou dénoncer une injustice, etc. Donc les Romains, en fait, ont appelé affectueusement cette statue Pasquino. Donc c'est pour ça que Huc parle de pasquinade. Alors, il continue sur la fiche chinoise, elle est placardée dans toutes les rues et surtout aux portes du tribunal où réside le mandarin qu'on veut livrer aux malédictions et au sarcasme du public. On se rassemble autour de ces affiches. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui se passe en 1915. Donc c'est quelques décennies plus tard que ce qu'a vu le père Huc. Ici, vous avez en fait un journal qui a été lancé en Chine par un autre lazariste belge, lui, qui s'appelle Frédéric Vincent Leb, et qui donc a créé ce journal et l'a affiché. Vous voyez comment justement les gens dans la rue s'arrêtent devant pour le lire. Alors, on se rassemble autour de ces affiches, on les lit à haute voix et sur un ton déclamatoire, pendant que 1000 commentaires plus satiriques, plus impitoyables que le texte se produisent de toutes parts au milieu des éclats de rire.
Donc en Chine, il y avait une opinion publique et on se permettait de rire hein, en plus. Bon. Alors, quelquefois, ce moyen d'opposition devient une forme de récompense nationale instituée en faveur des mandarins qui ont su se rendre populaires. Alors, l'éloge pompeux et emphatique remplace l'épigramme et l'idole de la multitude ne manque jamais d'être comparée aux saints personnages les plus fameux de la vénérable Antiquité. Il est à remarquer cependant que les Chinois réussissent toujours moins dans l'apologie que dans la satire et que leurs affiches savent beaucoup mieux insulter que louer leurs mandarins. Et là, le père Huc le redit, les Chinois n'ont pas l'habitude de se tenir toujours aussi courbés qu'on se l'imagine sous la verge de leur maître, et on peut dire, et c'est une justice à leur rendre, qu'ils respectent ordinairement l'autorité, mais lorsqu'elle est par trop tyrannique ou simplement tracassière, ils savent quelquefois se redresser devant elle avec une énergie irrésistible et la faire plier. Alors, je termine aujourd'hui sur la suite de l'histoire des Dazebao, puisqu'ils ont fait réapparition sous la Révolution culturelle, hein, donc de manière assez pléthorique, comme vous le voyez, hein, ça monte jusqu'au plafond. Et là, vous avez des rues entières qui sont couvertes de ces affiches. Et donc, nous allons, la semaine prochaine, qui sera notre dernière séance de l'année, continuer donc sur cette question de savoir si la Chine est véritablement despotique ou non, hein, en partant donc de la petite phrase de Montesquieu. Merci de votre attention et à bientôt.